Depuis les années 2000, le gouvernement togolais a déployé plusieurs programmes successifs de plus ou moins grande envergure pour dynamiser le secteur agricole. Parmi eux, le projet d'appui au secteur agricole PASA, lancé en 2011, renforce l'élevage et la couverture vaccinale des ruminants. Le projet de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PAO, initié en 2008, et le projet d'appui au développement de l'agriculture au Togo, PADAT, démarré en 2011, soutiennent la résilience des systèmes de production en introduisant des technologies modernes et des pratiques agricoles durables. Le projet d'agropole de Kara, en gestation depuis 2018, incarne une initiative ambitieuse pour transformer le paysage agricole du Togo. C'est dans le même cadre que le pays prépare sa carte de l'investissement orienté vers les objectifs de développement durable ODD dans ce mois d'avril 2025 à Lomé. Un atelier de validation est lancé à travers le ministère de l'Industrie et de la Promotion des investissements. Cette carte aura pour vocation à élargir les investisseurs vers des secteurs à fort impact social, environnemental et économique. En complément, l'introduction du porte-monnaie électronique Agri-PME a permis à 270 000 agriculteurs d'accéder à des subventions pour l'achat d'intrants. Cette initiative associée à des projets comme le programme de mécanisation agricole lancé en 2024 témoigne d'une volonté de modernisation. Par ailleurs, malgré des défis persistants tels que le faible accès au crédit bancaire et la vulnérabilité face aux aléas climatiques, l'agriculture togolaise se transforme progressivement. Les investissements publics et privés combinés à des politiques innovantes offrent des perspectives prometteuses pour un secteur qui reste au cœur du développement économique et social du pays. Une fois les contributions des différents acteurs de la société civile et de l'État intégrées, le document devrait être rendu accessible au grand public et aux investisseurs. Le Togo s'apprête à distribuer gratuitement 530 742 moustiquaires à imprégnation durable à la population au cours de l'année 2025. Ce nombre marque une légère baisse par rapport à 2024 où 548 304 moustiquaires avaient été remises aux foyers togolais. La répartition des moustiquaires à travers les différentes régions témoigne d'une attention particulière envers la région des plateaux qui recevra la plus grande dotation avec 151 087 unités. Les régions des savanes et de la Kara bénéficieront respectivement de 104 690 et 89 566 moustiquaires, tandis que les régions maritimes, centrales et Grand Lomé se verront attribuer 87 135, 70 389 et 27 875 unités. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre le paludisme, une maladie qui, bien qu'en recul, continue d'affecter les indicateurs de santé publique au Togo. Les résultats des précédentes campagnes ont été jugés positifs. Selon le rapport mondial sur le paludisme de 2019, l'incidence de la maladie a diminué de plus de 25% entre 2015 et 2018, avec une réduction de la mortalité de 8%. De plus, la mortalité spécifique liée au paludisme est passée de 0,3% en 2011 à 0,12% en 2018. Avec cette nouvelle campagne, les autorités sanitaires entendent renforcer leurs efforts de prévention et consolider les acquis réalisés dans la lutte contre cette maladie. Au Togo, l'un des fléaux qui hypothèque l'avenir des jeunes filles est sans nul doute le mariage forcé. Le taux de prévalence du mariage forcé des enfants va au-delà de 40% dans certaines régions du pays. Dans la région des savanes, plus particulièrement, le phénomène continue de génération en génération et maintient les jeunes filles dans des conditions de pauvreté et d'impuissance. Selon nos confrères de labali.com, le mariage forcé et précoce résiste autant dans le Pengal. Des adolescentes placées en apprentissage, des jeunes élèves du collège et parfois même du cours primaire sont mariés de force. La plupart d'entre elles sont livrées par leurs propres parents. Selon certaines opinions, l'ignorance constitue l'un des facteurs clés de cette situation. Parallèlement, s'ajoute le poids des traditions religieuses et la pauvreté qui conduisent nombre de familles à privilégier un mariage précoce. Malheureusement, ces filles voient leurs droits à l'enfance et à l'éducation volés et leurs perspectives d'avenir et d'évolution limitées.
en Afrique subsaharienne, les céréales occupent une place fondamentale dans le quotidien des populations. Maïs, mil, sorgho et riz constituent la base de l'alimentation. Pourtant, malgré une production locale non négligeable, la région reste dépendante des importations, notamment pour le riz, dont la consommation ne cesse de croître. Selon les récentes estimations du département américain de l'agriculture, les achats de riz effectués par les pays subsahariens franchiront pour la première fois la barre des 18,6 millions de tonnes en 2024-2025. Il s'agit d'une hausse d'environ 7% par rapport à la campagne précédente. Cette progression est portée par la croissance démographique, l'urbanisation et une transformation des habitudes alimentaires, notamment en Afrique de l'Ouest, avec des pays comme le Nigeria, le Sénégal ou encore la Côte d'Ivoire. Dans le même temps, la production mondiale connaît aussi un pic avec la levée des restrictions à l'exportation de l'Inde. Cette disponibilité pourrait faire baisser les prix sur les marchés internationaux, une aubaine pour les pays africains. Mais cette dépendance aux importations n'est pas sans risque. La fluctuation des prix, les tensions géopolitiques et le changement climatique imposent une réflexion urgente. Le renforcement de la production locale de riz s'impose comme un enjeu stratégique pour la souveraineté alimentaire de la région. Les autorités togolaises ont récemment accordé une subvention de 364 millions de francs CFA aux fédérations togolaises sportives et de loisirs. Cette aide s'inscrit dans le cadre de leur politique de promotion du sport à la base. Le ministère des Sports et des Loisirs est l'institution qui a officiellement mis ses fonds à la disposition des fédérations. 39 fédérations ont été sélectionnées pour bénéficier de cette aide. 309 millions de francs CFA sont destinés aux 31 fédérations sportives. Les 8 fédérations de loisirs, quant à elles, recevront 55 millions de francs CFA. À travers cette subvention, l'État togolais peut faciliter l'organisation de compétitions nationales et de formation pour les encadrants. Le ministère prévoit aussi de fournir aux fédérations du matériel et des équipements adaptés à chaque discipline. Cette mesure complète l'aide financière directe. Le gouvernement togolais souhaite par cette action renforcer la structuration du sport national. Cette initiative s'intègre dans la stratégie de développement du sport au Togo. L'État veut professionnaliser progressivement le secteur. En soutenant les structures fédérales, il cherche à donner un nouveau souffle au sport local. Les autorités voient dans le sport un levier de cohésion sociale et de développement économique. Elles entendent ainsi encourager la pratique sportive, soutenir les talents locaux et inscrire de façon durable le sport dans la vie des communautés togolaises. Au Royaume-Uni, une conférence internationale cruciale pour le Soudan s'est tenue ce mardi à Londres. La communauté internationale a appelé à la fin immédiate des hostilités dans ce pays, ravagé par 2 années d'un conflit sanglant. Ce sommet a permis de mobiliser 800 millions d'euros pour acheminer des aides vitales aux Soudanais. Aujourd'hui, j'annonce un soutien supplémentaire de 120 millions de livres sterling. Mais le principal défi n'est pas le manque de financement ou de texte des Nations Unies, mais plutôt un manque de volonté politique. Nous devons tout simplement persuader les parties belligérantes de protéger les civils, de laisser entrer l'aide et de la distribuer à travers le pays, de faire primer la paix, ce qui nécessite une diplomatie empreinte de patience. L'Union africaine appelle tous les belligérants à mettre fin à cette guerre. Nous sommes ici parce que nous pensons que nous pouvons investir dans la paix au Soudan ensemble. Il est également important d'envoyer un message haut et fort indiquant que l'Union africaine ne permettra pas une balkanisation, une désintégration ou une fragmentation du Soudan. Nous devons préserver la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'unité politique de la République du Soudan.
Selon les dernières estimations, le conflit au Soudan qui a éclaté le 15 avril 2023 aurait causé la mort de 150 000 personnes en 2 ans. Ce chiffre illustre la violence extrême du conflit entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide, marquée par des massacres, des violences sexuelles et une crise humanitaire aiguë. Depuis 2020, sous l'impulsion des bouleversements causés par la pandémie de Covid-19, le Kenya a accéléré sa transition vers le numérique. Une innovation en particulier attire l'attention, Lolify AI, un assistant juridique intelligent conçu à Nairobi pour épauler les professionnels du droit et faciliter l'accès à la justice. Lolify AI permet une recherche juridique accélérée, une rédaction assistée de documents et une récupération d'informations juridiques d'une rapidité remarquable. L'intelligence artificielle sera le copilote des professionnels du droit et va révolutionner la manière de travailler dans ce domaine. Nous proposons des solutions d'IA parfaitement entraînées pour répondre aux besoins spécifiques de la juridiction kenyane. Nous pouvons fournir des informations en temps réel, que ce soit pour des recherches juridiques, rédiger des documents ou les retrouver dans le contexte kényan. Vous serez en mesure d'obtenir ces informations rapidement, c'est comme si vous aviez un collègue ou un associé très compétent. Vous pouvez lui poser une question et en 30 secondes, vous avez une réponse qui repose sur des faits juridiques et qui est pertinente à l'échelle du pays. Pour garantir la pertinence et l'actualité des informations fournies, l'équipe de Lolify AI veille à une mise à jour constante de sa base de données à partir de sources locales fiables. Nous collectons nos données principalement auprès du National Council for Law Reporting. Ces informations disponibles dans le domaine public sont ensuite classées selon leur nature, jurisprudence, projet de loi, loi promulguée, gazette officielle du Kenya et ainsi de suite. De nombreux cabinets d'avocats kenyans adoptent désormais des solutions numériques dans une optique d'optimisation de leurs procédures, tout en respectant strictement les lois en matière de protection des données. Les attaques contre les prisons françaises se poursuivent. Ce mercredi, 3 véhicules appartenant à des personnels pénitentiaires ont été incendiés dans les Bouches-du-Rhône. La veille, au moins 9 prisons avaient été prises pour cible. À Toulon, Gérald Darmanin a dénoncé des tentatives d'intimidation. Je me réjouis que le parquet national antiterroriste se soit saisi. Il a ouvert sur 3 qualifications, dont l'association de malfaiteurs terroristes en vue de commettre des crimes. Ce sont des qualifications donc extrêmement graves et à la hauteur de ce qu'est l'attaque contre le service public pénitentiaire, c'est-à-dire une attaque terroriste. Tirs à l'arme automatique, voitures incendiées, murs tagués. Pour le ministre de la Justice, ces attaques pourraient être liées au renforcement de la lutte contre le narcotrafic et au nouveau régime carcéral qu'il souhaite mettre en place. Gérald Darmanin avait annoncé vouloir isoler les trafiquants de drogue les plus dangereux pour mettre fin au trafic depuis les cellules. Le garde des Sceaux a également affirmé que les établissements choisis pour devenir les 2 futures prisons de haute sécurité avaient reçu des menaces. Les autorités polonaises annoncent avoir repêché 2 corps dans la rivière Bug, à la frontière avec le Bélarus, mercredi. L'enquête est en cours pour déterminer leur identité et la cause de leur décès, mais les premiers éléments semblent indiquer que les 2 hommes ont tenté de franchir illégalement la frontière polonaise. Depuis le début de l'année, plus de 300 tentatives de franchissement ont déjà été effectuées dans la province de Lublin selon les gardes-frontières polonais, soit plus du double du nombre total de tentatives en 2024. Cet incident relance les tensions déjà vives entre Varsovie et Minsk. Le gouvernement polonais accusant les autorités bélarusses d'avoir poussé les 2 hommes dans la rivière par provocation. Depuis plusieurs mois déjà, la Pologne accuse le gouvernement d'Alexandre Loukachenko d'attirer des demandeurs d'asile à la frontière polonaise, en collaboration avec le président russe Vladimir Poutine pour déstabiliser la Pologne. En réponse, le mois dernier, le gouvernement de Donald Tusk a temporairement suspendu le droit d'asile des migrants arrivant du Bélarus. Au moins 3 personnes ont été blessées après que la Russie a frappé la ville portuaire ukrainienne d'Odessa sur la mer Noire tard dans la nuit. L'attaque de drone a déclenché des incendies et endommagé des maisons, plusieurs entrepôts, une pharmacie et une église. Plusieurs voitures ont également été détruites. У нас одна кімната без вікон. І ми туди забігли, і слава тобі, Господі, ми живі. Дах найбільше зруйнований обов'язково, тому що він і вигнувся, і це. Ну, звичайно, 4 в нас вікон вилетіли повністю в такому плані. Машина в нас постраждала.
Pendant ce temps, une autre frappe aérienne russe sur Kherson, à l'est d'Odessa, a fait au moins 1 mort et 3 blessés. L'armée de l'air ukrainienne a indiqué que la Russie avait lancé près de 100 drones au cours de la nuit, dont 57 ont été abattus. Cette attaque survient quelques heures après la rencontre entre le chef de l'OTAN, Mark Rutte, et le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Odessa mardi. Le secrétaire général de l'Alliance a réaffirmé le soutien continu de l'OTAN à l'Ukraine. Fin mars, Moscou et Kiev ont convenu d'un cessez-le-feu sur la mer Noire qui comprenait une interdiction de frapper les installations énergétiques, mais l'accord n'a jamais été officiellement mis en œuvre. Aux États-Unis, la coopération militaire dans le Pacifique entre la Chine, la Corée du Nord et la Russie inquiète. L'amiral Samuel Paparo a alerté les sénateurs américains. D'après lui, cette coalition militaire qui s'intensifie entre Pyongyang et Moscou est une menace. North Korea's development of advanced nuclear weapons and ballistic missiles pose a direct threat to our homeland and our allies, and are executing a deepening cooperation with Russia. Russia's growing military cooperation with China adds another layer of complexity, creating a compounded challenge with the deepening cooperation among China, Russia, and North Korea. Le haut gradé militaire a également fait savoir que la Chine vient en soutien à l'industrie russe en lui fournissant la plupart de ses machines-outils et de ses semi-conducteurs. Selon Samuel Paparo, en échange, Moscou alimenterait Pékin de technologies militaires sensibles qui pourraient améliorer la flotte de sous-marins chinois. L'armée sud-coréenne, elle, affirme que la Corée du Nord a envoyé des milliers de soldats en Ukraine pour soutenir les forces russes. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky accuse Moscou de recruter des citoyens chinois pour combattre aux côtés des troupes russes.